Bienvenue sur ATV, la télévision qui vous sourit depuis la brasserie de la Bourse à Pont-Saint-Esprit dans le Gard pour ce premier direct du mois d'avril. Comment il va mon David? Ça va? Mais non, il n'est pas là, c'est un poisson d'avril différé, bien entendu. Mon David, il est absent aujourd'hui. Donc, eh bien, la brasserie de la Bourse, vous la connaissez depuis qu'on vous la présente. Venez dans cet endroit chaleureux, spacieux. Il y a tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. Alors ce journal est toujours sur fond de campagne, encore 15 jours. Heureusement qu'on est là parce que cette campagne, vous avez vu comme elle est passionnante, elle touche les sommets de la nuit. Mais nous, on est là pour y donner un peu de sel, de piment et pointer du doigt les grands problèmes. Alors justement, on est en train de parler de rémunération supersonique de grands PDG comme M. Lévy qui vient de toucher un bonus de 16 millions d'euros concernant 9 années de bonus. Bon, parce qu'il a bien travaillé le garçon, eh bien tant mieux pour lui. C'est le PDG de Publicis, tant mieux, je ne suis pas jaloux, moi. Non. Et justement avec mon ami Jean-Pierre, notre spécialiste financier, eh bien nous avons traité le sujet justement sur les finances, sur les revenus, sur les privilèges des grands dirigeants de banque. Et vous allez voir que là aussi c'est pas triste. J'en redirai un mot un petit peu après ce petit reportage de 4 minutes. Et nous allons parler des revenus des grands dirigeants des banques. On entend parler là, pêle-mêle, de retraite chapeau, de parachute doré, de stock option. On ne sait pas trop. Il y a un spécialiste, il va nous débroussailler tout ça. En quoi ça consiste? Vous avez déjà le salaire. Alors, il n'y a pas qu'eux qui touchent des salaires énormes, tous les dirigeants du CAC 40, mais les banquiers. Alors, des salaires énormes, c'est quand même 5-6 millions d'euros par an de revenus. Déjà, ça, c'est un salaire. Alors, c'est quand même un salaire confortable. Bon, voilà. Donc, dans ce salaire-là, il y a une partie variable, etc. On ne va pas rentrer dans le détail, en tout cas, de toute façon, ils les encaissent. Ensuite, tu as ce qu'on appelle les stock options. Les stock options, c'est que l'entreprise, la banque, te dit, voilà, vous avez, de façon préférentielle, vous pouvez acheter des actions de la banque, mais au lieu de les payer 20, vous les payez que 5. Nous, on met le reste. Alors, c'est extrêmement juteux, ça. Hein, parce que là, c'est un cadeau énorme, d'accord, que tu pourras récupérer qu'au bout de 4-5 ans, 5 ans, voilà, etc. Il y a quelques critères. Mais là, tu te constitues un patrimoine colossal. Et puis, tu as ce qu'on appelle la retraite chapeau. La retraite chapeau, c'est si on te démet de ta fonction, si tu prends ta retraite, si on te licencie. Hein, cette retraite chapeau, elle est définie à l'embauche. Alors elle n'est pas très élevée hein, pour un banquier, hein, mais c'est peut-être 800 000 euros de retraite par an de plus, quoi, qui vient s'ajouter. Ma foi, c'est toujours bon, c'est illégal. Alors c'est une bricole pour eux, évidemment, hein, mais bon, nous, tous les deux, on n'y arrive pas, on en est loin. D'accord? Bon, après, tu as le jeton de présence. C'est quoi? C'est qu'un dirigeant de grande banque, il fait aussi partie du conseil d'administration d'autres banques. Et ça, c'est un jeton de présence, parce que quand tu te déplaces, tu as des frais. C'est pas une grosse somme pour eux, c'est de l'ordre de 270 000 euros par an. Bon, c'est l'argent de poche, on va dire. D'accord, l'argent. Bon, tout ça, c'est des revenus, ça. D'accord? Des revenus. Et puis, à un moment donné, on peut te licencier. Hein, te licencier, te dire, bon, attendez, on ne va pas au bout du contrat, hein, parce qu'on a quelqu'un d'autre de mieux, je ne sais pas quoi, on te licencie. Et là, bien sûr, tu as des indemnités. D'accord? C'est ce qu'on appelle le parachute doré. Alors, ça existe encore, on ne croit pas que ça a été réformé. Et le parachute doré, alors, c'est une somme d'argent, alors là, qui commence à être conséquente, c'est de l'ordre de 15 millions d'euros, quoi. 15, 20, 30, 24, j'ai des tas de chiffres hein, que je vais vous donner. Voilà, alors ça, c'est pas un parachute, hein, parce qu'avant de toucher le sol avec ça, il vous prend du temps. Voilà. Mais Sarkozy, il n'avait pas dit qu'il allait les supprimer, tous ces privilèges et ces avantages fiscaux, en fait. Il l'a dit, il ne l'a pas fait. Ah, voilà. Par contre, Hollande, lui, il a dit qu'il allait les taxer à 75% au-delà d'1 million d'euros, donc ça va, on va tout récupérer. Hein. Ah ben non, pas du tout, hein, parce que... pas du tout, pourquoi? Parce qu'on a des gens qui finalement, certains chèques qui vont toucher, eh
bien, peut-être qu'ils les toucheront, leur retraite chapeau, ils vont peut-être les percevoir quand ils seront plus résidents français. C'est tellement facile, d'accord? Et puis mieux que ça, comme fait le directeur de Total, par exemple, que peuvent très bien faire les dirigeants de banque, ils peuvent avoir 1 million sur 5, mettons, 1 million de salaires en France, mais comme ils vont aussi dans d'autres pays, parce que la BNP est mondiale, mettons, alors BNP Général ou Crédit Agricole, hein, eh bien, ils vont toucher aussi un salaire d'1 million parce qu'ils vont au Caïman travailler un peu quand même, hein, et puis ailleurs, aux États-Unis, etc. Donc ils peuvent avoir 5 fois un salaire d'1 million. Alors autant te dire que les impôts, Ceci dit, cette mesure de Hollande, on a déjà fait une vidéo là-dessus, c'est un effet d'annonce. En tout cas, il ne récupérera pas grand-chose, même s'il y en a 2 ou 3 qui n'ont pas le temps de partir. Enfin bon, il a balancé ça un peu comme ça. Il a écrit ça sur un coin de table. Oui, enfin, non mais peut-être qu'il nous a écoutés parce que par exemple, il va séparer les banques dans leur activité. C'est qu'ils ont une activité universelle, il va séparer la banque de dépôt et la banque d'investissement. Ça, il va le faire. Donc ils ont dû nous écouter à un moment donné. Hein. Et puis bon, il y a une autre mesure aussi qui est assez sympa. Si jamais il est élu, bon, on pourra se marier. Mon chéri. Bon, on parlera de tout ça bientôt, vous tiens au courant, bientôt. Bye bye. Bonsoir Richard, c'est la forme, tu as trouvé des bonnes infos sur Internet. J'ai trouvé quelques trucs pas mal, bon on a toujours les stats, mais il y en a d'autres. Alors avant je voulais dire un dernier mot sur les rémunérations importantes des grands de ce monde, pour dire que personnellement, moi je m'en tape qu'il y ait des gens qui gagnent autant de millions d'euros, je m'en fous, à partir du moment où on nous laisse suffisamment d'argent pour vivre normalement et ne pas crever de faim à partir du 20 du mois, qu'on puisse élever nos familles normalement. C'est tout. Quand j'entends les uns les autres qui veulent cisailler les salaires en haut, non, tirer les salaires du bas vers le haut, mais du haut vers le bas, ça ne servira strictement à rien. Si on est obligé de passer par là, de couper les salaires du haut pour donner à manger en bas, mais c'est pas ça l'histoire. L'argent il y est, il y a moyen de le trouver ailleurs, il y est. Donc laissons gagner de l'argent à ces gens-là, pas de problème. Mais nous, on a besoin de plus. Voilà. Et il y a plein de polémiques à ce sujet. J'ai donné mon avis. À toi, mon avis. Pour rebondir sur ce que tu étais en train de dire, quand on nous sort, par exemple, avec les hauts fourneaux qui sont en train d'être délocalisés en Inde ou machin, ce qu'on essaye de nous faire comprendre clairement, c'est qu'en fait, on ne va pas faire bosser les Indiens au même prix que nous. C'est qu'on voudrait bien que nous, on bosse au même prix que les Indiens. Voilà. C'est la condition pour ne pas délocaliser. Il y a un copain qui pour rebondir à mon sur celui, lui, il m'a dit, on comprend bien qu'ils veulent donner aux Français des salaires de Roumains. Voilà. J'ai rien contre les Roumains, mais les Français ne sont pas dupes, vous comprenez? Donc aller dans cette voie-là, ça va, quoi. Et puis voter pour les gens qui vont faire ça, bon, c'est bon, ça suffit, quoi. Voilà. Notre vote blanc, il est en augmentation, et je crois que tu vas en parler. Alors oui, on a un petit... j'ai un petit truc d'abord. Une ânerie. C'est comment appelle-t-on la maladie qui consiste à gesticuler toute la journée, à parler pour ne rien dire et à mentir tout le temps? Bah écoute, j'en connais un. Ouais, je cherche pas, c'est la politique. Je connais un spécialiste là qui est capable de dire tout et son contraire dans la même journée. Oui, ouais, très très fort. Ouais. Alors j'ai un petit truc, on les critique sans arrêt, c'est les comment ça s'appelle, les organismes de sondage institutionnels, c'est-à-dire ceux qui vous interrogent jamais, ni vous, ni moi, ni personne. Ceux qui sont agréés par les grands médias, voilà. IFOP, Sofres. Exactement. Là, en l'occurrence, il s'agit d'IFOP. Ils ont sorti un sondage cette semaine. 65% des électeurs de moins de 50% sont tentés par le vote blanc. Putain, on va faire un carton. Eh ben oui. Et 32% des Français sont tentés de ne pas aller voter. Alors, tous ces hommes politiques là, réfléchissez un peu. C'est peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On n'a plus envie de vous voir. On voudrait des gens différents. Et puis surtout, on voudrait que la politique ne soit plus un métier. C'est pas un métier. C'est pas un truc pour gagner des ronds. Vous allez au charbon. Et si vous voulez aider la cité, eh ben vous le faites bénévolement. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et surtout, vous n'êtes pas là, les élus politiques, pour nous imposer votre vision
du monde, mais pour prendre la nôtre de vision. C'est nous le peuple, c'est nous qui vous disons ce qu'on a envie. C'est pas vous qui devez nous imposer vos opinions et vos directives. Ou même quand on a voté, je sais pas, moi j'ai pas voté pour ça à l'époque, j'ai voté pour le oui. Mais je me mets à la place des gens qui sont allés voter non. Ah, pour le traité de Lisbonne. Et où on s'est foutu de leur gueule et où ils se sont assis sur leur vote. Ah mais ça c'est un mépris complet du... Total. Et celui qui a fait ça est en train de nous dire je serai un président différent. Mais on ne veut pas un président différent. On n'en veut pas. On en veut un autre. Pas lui. Pas lui et pas tout le panel qu'on a en ce moment. Non mais il a scié la branche sur laquelle il est assis. Parce qu'un président différent, ça veut dire qu'il ne faut pas lui. Donc on ne va pas voter pour lui. C'est exactement ça. C'est ça qu'il est en train de dire. Voilà. Donc il y avait les statistiques. Ainsi, il y a quelque chose sur lequel je voulais rebondir. Parce que ça m'a vraiment énervé la dernière fois. C'est le musulman d'apparence. Alors j'ai ressorti une petite image qui date d'avant la Seconde Guerre mondiale, hein, qui date de l'affaire Dreyfus, et vous avez une affiche, on avait aussi le juif d'apparence. Ben là on en a un, voilà. Voilà ce que ça peut donner. Donc est-ce qu'on pourrait nous faire le musulman d'apparence? Voilà, on revient dans ce genre de truc, et le pire c'est que c'est le candidat Sarkozy qui s'amuse à ça. Moi je parle pas du président de la République. Voilà. Un petit truc quand même. Il y a des gens qui n'ont pas été contents parce qu'on a passé le clip de Ciné, Casse-toi pauvre con, mais il ne parle pas. À aucun moment il cite Sarkozy. Hein. Les gens l'ont reconnu. Moi je viens de le faire, mais les gens l'ont reconnu. Donc voilà, on n'y peut rien, hein, c'est comme ça. Bravo Ciné à toute son équipe, continuez comme ça, moi j'ai trouvé que c'était très bien. Et puis de toute façon, un président de la République ne dirait jamais casse-toi pauvre con. Jamais, j'en connais pas. Vous en connaissez un président de la République qui est capable de dire quelque chose comme ça? Ça n'existe pas. Voilà, bon. On attaque par un petit zapping? Allez, un petit zapping, Jean-Marc. Vous aimez, vous n'aimez pas le soutien de Jacques Chirac à François Hollande? Comment dire? Est-ce qu'il est vrai? Il semblerait. Ah bon, vous n'aimez pas? Non. Ah bah alors si c'est vrai, j'aime pas. Vous êtes Nadine Morano pour 24 heures. Que faites-vous? Je me flingue. Excusez-moi, c'est la loi. Il n'avait qu'à organiser le débat avant. Ils se sont gardés de le faire. La vérité, c'est qu'il y a une entente clandestine entre François Hollande et Nicolas Sarkozy pour ne pas débattre de ces sujets. Je remarque en plus qu'il y avait un Algérien dans cette bande-là qui a été condamné pour des attentats à Marrakech en 94. Il faisait quoi chez nous? Non seulement on est obligé de recevoir toute la misère du monde, mais en plus, si je puis dire, on se tape la racaille de tous les autres pays. C'est inadmissible. Et je pense que l'État français savait que cet Algérien était sur notre sol. Vous avez ce masque de haine traditionnel chez les élites. Ne vous inquiétez pas, je sors pas de le voit, les téléspectateurs le voient. Je viens d'un milieu ouvrier espagnol immigré. Ça vous fait mal, hein, ça vous fait mal. Mais vous refusez d'aller sur le vrai sujet. Alors, on contrôle votre vitesse. On vous glisse aussi des enfants sous le nez, là par exemple, allez hop, là un enfant, voilà. Et puis attention, hop là on vous le reprend, voilà. Je soutiens par principe les candidats socialistes. Voilà, comme dans l'élection présidentielle. Oui, mais là il y a accord, alors on fait comment? Bah écoutez, on se débrouillera. De toute façon, on en reparlera au moment des élections législatives. Mais normalement, ça vaut une exclusion du PS. Bah écoutez, d'accord. Ça vous gênerait pas, plus que ça. Je suis habitué à ces mots très durs, un certain nombre de... Mais il faut qu'on débatte de ces questions, mais on en reparlera au moment des législatives. Vous voyez, là, on est en élection présidentielle. Et surtout la coiffure, un peu décoiffée, attention. Hop, un conseiller. Et hop là, voire même dans les meetings. Hop là. Hop là au ralenti. Voilà, c'est parti. Ça y est. Le véritomètre? Le véritomètre. Allez, alors le véritomètre. Cette bête. Alors le véritomètre, il y a l'image qui doit passer. C'est sur c'est iTélé qui fait ça. Hein. L'autre jour, je ne me rappelais plus exactement. C'est iTélé qui sort ça. Et donc
ils analysent tous les discours, tout ce qui se dit sur tout ce que disent les hommes politiques pendant la campagne. C'est hyper précis parce que c'est analysé en temps réel, c'est minute par minute, ils analysent les discours et disent là il a dit une connerie, là il a dit la vérité, là il sait pas, il connaît pas son dossier, etc. Donc je les ai classés en 3 catégories. Alors il y a ceux qui connaissent leur sujet, a priori c'est Jean-Luc Mélenchon, Eva Joly. Jean-Luc Mélenchon avec 62%, Eva Joly avec 57%. Les moyennous, Hollande, il est toujours moyen, on n'y peut rien. Toujours au milieu. 54,9 et Bayrou 48. Et puis les deux qui sont près du radiateur, c'est Nicolas Sarkozy 44,2 et Marine Le Pen qui sont à peu près à égalité. Mais dans le comment ça s'appelle dans le fond, ils ont le même programme. Donc voilà. Mais Sarkozy est obligé d'avoir 45% parce qu'il est capable de dire à 100% quelque chose et le soir même dire le contraire. La moyenne c'est 50 sur les deux. Donc ça te va, ceux qui connaissent leur sujet, les moyennous, j'ai pensé à toi. Et puis les deux près du radiateur, voilà. On a une petite ça ne change pas, hein, c'est toujours les mêmes. D'une semaine sur l'autre, c'est à peu près l'ordre. Voilà. Pourquoi un cancre, il a du mal à devenir premier de la classe? Alors, pourquoi on vote blanc pourquoi on encourage les gens à voter blanc? Parce qu'on en a marre. Mais d'abord parce que je m'étais présenté sérieusement et cette démarche avait du bon sens. Seulement, qu'est-ce que vous voulez, le système est verrouillé. On ne veut pas d'étrangers comme moi. C'est une affaire qui se passe entre politiciens, entre gens du même monde, proches du lobby financier, proches des banquiers, et servis par des médias, tout à leur cause. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse là au milieu, moi, hein? Mais malgré tout, c'est quand même le seul candidat qui sera au premier et au second tour. Oui. Ils peuvent rien y faire. Bonjour la démocratie. Voilà. Et quelle mascarade cette République. Alors, moi j'ai un petit truc. Quant à la campagne, c'est un cercle électoral où les citoyens comme toi et moi sommes exclus. Hein? Quelle est la différence entre Nelson Mandela et Jacques Chirac? Ah, je la connais. Ouais. Ben, c'est l'histoire de prison, il y en a un qui va avant et l'autre qui va après. Mandela, il a été en prison avant d'être élu. Ben, c'est que du sursis qu'il a pris. Ouais. Voilà. On a peut-être un petit clip là, avant de passer au sondage. Tu veux passer au sondage? Alors, un petit clip, passe... Non, passe au sondage. T'as pas de clip, bon, on va au sondage. Alors... Si on a du monde après. Ouais. Alors ça évolue et le sondage de la TVA se rapproche de plus en plus des autres, en fait, tout doucement. Mais, sondage à tv1.fr, c'est notre télévision. Voilà. Donc Marine Le Pen, 52,85. Max Blanc, 15,45. Alors maintenant, pour le coup, avec ce qu'on vient de voir sur IFOP, tu es en dessous de la vérité. Ah, mais ça vaut rien. Voilà. Le sondage à TVA, c'est pire qu'IFOP. Alors, Sarkozy, 12%, Mélenchon, 7,32%. Hollande 5,69, Bayrou 3,25, Eva Joly 1,63 et Artaud pareil. Alors je tiens à dire à Marine que je ne payerai pas un mois de mon salaire par chaque erreur de sondage. Encore que Marine, je vous ai mis à 52%. Hein, donc voilà. Normalement, c'est peut-être vous qui allez me donner des sous parce que s'il y a plus que... Hein, alors ensuite, les ça doit être vrai aussi. Ensuite, j'ai deux autres sondages qui sont des sondages totalement Internet, mais qui sont quand même assez proche. Donc il y a présidentielle 2007.net, Marine Le Pen avec 50,4. Alors là c'est sur 7000 votants. Il s'est terminé non, il est en ligne depuis le 27 mars. Donc 6958 votants. Marine Le Pen avec 50,4. Mélenchon 16,8. Hollande 14,5. Sarkozy 12. Bayrou 3. Puis bon après les autres voilà. Fait Marine en tête de partout. Quoi. Marine en tête sauf dans les sondages Marine en tête de partout. Officiels. Et le sondage qui fait peur, c'est présidentielle 2012. Marine Le Pen, 37% avec 9260. Alors, c'est sur 25 000, c'est pas 1000 là. Hein. C'est toujours sur Internet, ça. 25 368 votes. Des votes où on ne peut voter qu'une fois. Ouais. On est bien d'accord, hein, on ne peut pas recommencer autant de fois qu'on veut.
Alors, Marine Le Pen, 37% avec 9267. Hollande avec 20% avec 5046. Sarkozy, 20% avec 4982. Donc ça veut dire qu'à 100 voix près, ils sont sur ce sondage-là. Mélenchon, 17, il est dans ses cordes. Bayrou, 4. Puis après, c'est moins de 1%. Mais c'est quand même un sondage sur 25 000. Donc c'est quand même étrange d'avoir des différences. Et que les 3 sondages sur Internet, qui sont des sites totalement différents, annoncent systématiquement Marine Le Pen en tête. Et largement en tête. Systématiquement. Mais on verra bien. Ça voudrait dire que, voilà, que les instituts de sondage officiels sont manipulés. C'est possible. Oh, ça ne se fait pas ça chez nous, non pas en France. Non. Non, il y a d'autres trucs qui ne se font pas en France d'ailleurs. C'est pour reprendre, tu sais, la vidéo des arrestations là. Si tu peux me l'envoyer, on a eu, alors, en pleine campagne électorale, après 5 ans de mandat, on a des arrestations de terroristes, on ne sait pas d'ailleurs, parce que c'est des présumés terroristes, les journalistes étaient présents avec les caméras avant la police pour arrêter des présumés terroristes. En France, ça étonne personne, et au Mexique, s'ils font ça, bon, je sais pas, hein, on critique les Mexicains parce qu'ils arrêtent Florence Cassez avec les médias, les machins, etc. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit libérée avant les élections, elle. Mais enfin, le terroriste, c'est toujours l'autre, hein, quand Ouais. ça arrange en plus. Ouais. C'est tellement facile de traiter les gens de terroristes. Non mais tu sais, il y avait un truc de Desproges que j'aime bien, l'ennemi est con. Je sais pas ça. L'ennemi est con parce que l'ennemi, il croit que c'est nous l'ennemi, alors qu'en réalité, c'est lui. Allez. Ciao. On va passer un petit clip parce que ATV1 fait des reportages, je vous le rappelle, et on était sur la journée de l'Olivier qu'on vous a longue... Ah oui, ah ben alors si je me suis trompé, ben c'est du direct. Ça viendra après. Donc nous allons recevoir une équipe de financiers hors pair qui vont vous parler... Le futur ministre de... Oui, mon futur ministre. Donc nous allons recevoir Fabrice Serre qui a l'habitude de venir ici et qui vient vous présenter quelques affaires concernant les commerces. Il en a 2. Mais avant, je vous présente son clip pour planter le décor. Donc si la garantie de la banque c'est un privilège de prêteur de deniers, dans notre jargon PPD, procuration sous seing privé, si c'est une hypothèque, procuration authentique. Bienvenue au cabinet Procom Conseil. Mon diplôme de notaire et mon expérience dans le notariat m'ont amené à ouvrir Conseil, spécialiste du conseil et de la transaction dans le secteur commerce et entreprise. J'ai pour mission de rapprocher vendeurs et acheteurs, auprès desquels je m'inscris comme interlocuteur unique dans les démarches suivantes. En ce qui concerne le vendeur, audit et évaluation de l'entreprise ou du commerce. En ce qui concerne l'acheteur, recherche d'une affaire, recherche du financement auprès de mes partenaires banquiers, élaboration du plan de financement et du bilan prévisionnel. Ma mission commune aux 2 parties, rédaction d'un avant-contrat et du contrat définitif. Je fais partie du réseau national Procom, qui met à ma disposition une logistique qui recense l'ensemble des affaires disponibles sur le territoire national. Vendeur, acheteur, vous pouvez tenter de faire ces démarches tout seul. Mais à mon avis et par expérience, rien ne vaut les conseils et l'accompagnement d'un expert. À bientôt. Oui, bonjour, je t'avais pas vu. Oui, bonjour à tous. Écoutez, toujours autant de plaisir à vous retrouver et à recevoir Fabrice. Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à tous. Voilà, Fabrice. Alors, juste un petit mot.
Max, il avait un peu bu tout à l'heure, et puis en plus, il prend un peu la grosse tête. Alors, quand on a que 2 signatures de maire, et qu'il t'en manque 498... En plus, les deux, c'est des amis, je crois. C'est des amis, c'est grands amis. Ouais. Il y en a un, c'est un ami à toi, et l'autre, c'est un ami de Max. Donc, ne prenez pas tout au premier degré. Mais il prend de l'Actifed. Hein, oui, il prend de l'Actifed et un peu de rouge avec, donc ça va pas trop avec. Bon, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est dit. Bon, Fabrice, alors écoute, là, Procom Conseil, hein, là on a 2 affaires, dont une affaire extrêmement intéressante, qui est l'équipement de la personne, c'est un cyclomoto, c'est ça. Et puis deuxième affaire, qui est là, c'est pas l'affaire du mois, là c'est l'affaire du siècle. Alors j'ai du mal à lire tes fiches. Première affaire, équipement de la personne, cyclomoto. Alors, chaque fois que je présente une affaire, je le redis parce que je l'avais déjà dit brièvement, je suis tenu à la confidentialité pour protéger mon mandat et pour protéger aussi mon vendeur. Donc, je reste imprécis sur la situation exacte, mais je reste assez quand même, c'est parlant, sur le secteur géographique. Donc, la première affaire, c'est une TPE. On est dans le Vaucluse. On est dans une ville de 20 000 habitants sur un emplacement numéro 1. Ce que j'appelle l'emplacement numéro 1, c'est la rue la plus commerçante et un magasin d'angle. Donc TPE, un couple dirigeant, 3 salariés. C'est un magasin de motos, donc mécanique, vente de motos et scooters neufs. Combien de marques? Et d'occasion, l'exclusivité de 13 marques. 13 marques? 13 marques. Ça veut dire que dans le département, les marques qui sont vendues dans ce magasin ne sont vendues par aucun autre magasin. Ça justifie le prix, alors, parce qu'il est énorme. Alors, il y a l'exclusivité de 13 marques, et il y a aussi une autre exclusivité, c'est que dans la commune concernée, il n'y a pas de concurrent. Il n'y a aucun autre magasin qui vend des motos. Jusqu'à aujourd'hui, il peut s'en installer. Jusqu'à aujourd'hui. Ah oui, donc on n'est que sur du 2 euros. C'est pas donné quand même là. C'est pas donné, il faut savoir que on a un chiffre d'affaires moyen, quand je dis moyen, c'est la moyenne des 4 dernières années, qui est de 750 000 euros. Qui ne baisse pas? Non, il serait, on va dire qu'en période de crise sur les 2 dernières années, il est stagnant. Ne me parle pas comme Sarkozy, hein. Ça a moins baissé que prévu, donc ça augmente. Je dis qu'il est stagnant parce que la plupart des commerces aujourd'hui sont en baisse. Lui n'est pas en baisse. Il n'est pas en baisse. D'accord. Donc 750 000 euros de chiffre d'affaires et on a un prix de départ, un prix initial de 500 000 euros. Alors, ça demande pas spécialement des compétences techniques au futur acheteur, parce qu'il y a un mécanicien, mais ça demande quand même d'être très au courant de la profession, de tout ce qui est moto, toutes les marges, bien acheter, bien revendre. Management, il y a quand même 3 salariés, il y a une équipe en place qui est habituée à une direction depuis 10 ans. Voilà, il y a du management, il y a de la technique, c'est une belle affaire et plutôt en progression sur les 6 dernières années. Alors, tu as une cotation Procom, je rappelle la cotation de 1 à 5. De 1 à 5. 1 étant le top. Oui. Tu as 1, 111. On est un partout. Parce que pas de concurrence, parce que emplacement numéro 1 dans la rue la plus commerçante et vitrine magasin d'angle. Donc on ne peut pas le rater. Et tu crois que tu peux trouver un financement pour ça? Oui, j'ai besoin d'un acheteur qui aura... il me faut quelqu'un qui ait 200 000 euros d'apport personnel. D'accord. Pourquoi? Parce que, bon, d'abord, il faut un apport. Donc ça fait 40% du prix. Il faut savoir que dans ce genre de magasin, il y a du stock. Il faut reprendre le stock. Le stock ne fait pas partie du prix, bien sûr. Donc il faut entre 200 et 250 000 euros d'apport personnel. Un loyer qui est élevé mais justifié, par la surface, l'emplacement, etc. On est sur 250 mètres carrés et on a un loyer mensuel de mémoire qui est de 2 800 euros. D'accord, c'est ça. Voilà, d'accord. Donc quand même une belle affaire quand on voit le chiffre d'affaires, je reconnais. Ça fait un prix quand même. La moto, ça marche. Ça roule mais ça marche. Le scooter se vend beaucoup. Voilà. D'accord. Bon, on a tout dit là-dessus? On a tout dit. N'hésitez pas, si les gens sont intéressés, mes coordonnées ont dû s'afficher. Dans le Vaucluse, une grande ville de Vaucluse. Grande ville de Vaucluse. 20 000 habitants. Et un emplacement top. Un excellent emplacement. Merci Fabrice, voilà. Pour ça. Alors moi j'ai un coup de cœur pour la deuxième affaire. Cas particulier. Commerce de bouche. Alors, cas particulier.
chiffres, j'ai pas tout compris parce que là, tu as le prix du fonds, par exemple, j'ai un peu de référence. Le prix du fonds, c'est 1/3 du chiffre d'affaires. Ouais. Alors ça, c'est jamais vu, ça, 1/3 du chiffre d'affaires. Donc là, je peux donner la ville. Hein. On est sur Avignon. Intramuros. Intramuros. J'en dirai pas plus pour l'emplacement. On est sur une alimentation générale au détail, c'est-à-dire supérette. Ouais. Alors, la particularité, supérette hypercentre. Hein. Donc, il y a peu de supérettes aujourd'hui qui se mettent en centre-ville. Hein. Peu de concurrents, elle est bien répartie sur Avignon. On est sur un chiffre d'affaires de 350 000 € avec un commerçant pressé de vendre pour des raisons personnelles. Je ne peux pas en dire plus. Ceux qui justifient le prix. Qui justifient le prix. Parce que dans l'alimentation générale, on est en général sur un prix qui varie entre 50 et 65% du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, pour 350 000 € de chiffre d'affaires, on a un prix affiché à 120 000 € qui est en plus négociable. Une question de rapidité. Un commerçant, une vendeuse à mi-temps. Pour un couple qui cherche à se reconvertir, c'est l'idéal. Pas besoin de formation particulière. Hein. Je ne donne pas la marque du supermarché non plus pour les mêmes raisons que ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Mais le franchiseur, puisque ce sont des franchises, donne une formation gratuite. Donc pour un couple qui voudrait se reconvertir, c'est une très très belle affaire. C'est très très urgent. Oui, c'est urgent, c'est rare. 120 000 € de fonds de commerce pour 350 000 € de chiffre d'affaires. On est sur un petit peu plus d'un tiers. C'est extrêmement rare, là c'est 50-60% normalement, la fourchette normale. Là on est à 30 quoi. Hein, exactement. C'est exceptionnel. Je ne comprenais pas pourquoi, je comprends un peu mieux. Il y a des problèmes de santé, peut-être raisons personnelles, peu importe. Donc il y a une urgence. Il y a une urgence. Et quand je vois tes honoraires sont élevés là. Oui, alors. C'est pas tête en pleine forme. Oui, mais finalement ça me rassure. Parce que quand tes honoraires sont élevés, c'est que l'affaire est top. Alors mes honoraires sont élevés pour deux raisons. La première, c'est que j'ai un pourcentage d'honoraires qui est dépassé sur cette affaire. Parce que mon pourcentage s'était fixé sur le prix que moi j'avais estimé. Or, je suis bien en dessous de cette estimation pour les raisons que je viens de donner. Et ils sont élevés parce que j'ai 2 mois pour le vendre. Donc j'ai fait une grande publicité qui me coûte beaucoup plus cher. La réponse vous convient? Oui, tu as investi. Non, mais tu as investi. Non, mais tes 4 à 5% d'honoraires, normalement, sur ton estimation, tu y étais, compte tenu de la baisse du prix, vu l'urgence, etc. Et là, tu as gardé tes honoraires qui sont justifiés. Hein, Je sais bien que tu contestes. Bon, la cotation est à 222, donc elle est excellente. Ça, c'est pas l'affaire du mois, c'est l'affaire du siècle. C'est une belle affaire. C'est une belle affaire. Alors là, tu rentres, tu gagnes vraiment ta vie tout de suite, si tu as envie de bosser. L'idéal est que ça se passe avant la saison estivale, donc comme on est déjà début avril. C'est-à-dire au mois de juin, il y a 3 mois. 3 mois. Appelez Procom Conseil parce que là, il n'y en aura pas tous les jours des comme ça, en termes de rentabilité. Merci Fabrice. De rien, merci à toi de m'avoir... même de m'avoir un peu titillé sur mes honoraires. Oui, parce que j'ai contacté des concurrents. Et les concurrents, finalement, sur le papier, ils font presque aussi bien que toi, quand même. Tu vois? Bon, je ne ferai pas de commentaires. À chaque fois, il y a une boule puante, je ne ferai pas de commentaires. Là, il y a 2 affaires intéressantes, d'accord, on n'y reviendra pas. Et l'affaire du siècle, alors, alimentation intramuros, Avignon, 1/3 du chiffre d'affaires, bon... On a compris que c'était une excellente affaire. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. Oui, alors, n'hésitez pas à appeler Fabrice. Hein, et puis, nous, eh bien, on va s'intéresser aux olives. Bon, tu vends pas ce genre de choses. Hein, non, mais l'olivier, l'olive... J'en consomme. Dans la région, c'est important. Et puis, eh bien, on vous dit à bientôt. Merci de votre attention. Merci à bientôt, tous. Fabrice. Bonsoir. Bientôt. Ciao, ciao. À la prochaine fois. Vive l'olivier. Jean-Marc, quand tu veux.
bien, nous voilà une nouvelle fois pour notre, cette fois, 9e journée de l'Olivier de Saint-Paulé. Donc ce dimanche 1er avril. Le temps est au rendez-vous, les exposants aussi, tout se présente bien pour une bonne journée. La taille a ramené encore une nouvelle fois beaucoup de monde. Rien qu'avec la taille. Mais cette année, je ne le touche pas. La seule branche que je couvre cette année, c'est celle-là. Parce qu'elle rentre. C'est celle-là. Parce qu'elle rentre. Et c'est tout. La sève va monter, va se développer sur ces branches-là. Sur celle-là, sur celle-là, sur celle-là. Automatiquement, celle-là, elle va prendre de la force. Nous sommes en train en ce moment d'installer le repas où nous avons changé un peu, à la place du buffet, nous avons fait une aioli qui se rapproche bien avec l'huile d'olive et l'olive. Nombreuses réservations pour le restaurant et le temps est de la partie. Donc au niveau exposant, donc nouvelle extension pour la 2e année consécutive sur le terroir avec des gens qui viennent de la Lozère, avec des bons produits. Un éleveur de lapins avec ses terrines, un fromager, des olives. Et à l'intérieur de la salle des fêtes, donc c'est plus technique, des marchands d'huile d'olive, on a des exposants de matériel agricole, de sacs pour ramasser les olives, un pépiniériste, voilà, des choses plus adaptées à la taille et à la technique d'olivier avec des conseils. 2 événementiels dans cette journée. On a la confrérie des chevaliers du Languedoc de l'Olivier qui sont là, donc il y a une dizaine de représentants, donc ils vont faire une défilée avec leur cape, leurs belles médailles et leur étendard. On a fidélisé aussi depuis la 3e année aussi les tambourinaires avec la musique provençale et les tambourins, donc qui fait le folklore un peu local de cette journée. Donc 2013, on fêtera notre 10e anniversaire, puis ce sera notre 10e journée de l'Olivier. On va essayer de peaufiner un peu avec de l'extension encore au terroir, avec des produits de qualité, avec un repas peut-être un peu plus élaboré, parce qu'on a quand même refusé plus d'une cinquantaine de personnes à notre repas. On a quand même 150 personnes inscrites au repas. On essaiera de trouver une solution, mais bon, la place manque et un peu des bras aussi. Il manque un peu des gens pour nous donner un coup de main. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés par l'Olivier et qui veulent venir dans notre association, ils seront les bienvenus. Sur du petit. Donc là, toujours une petite coupe intermédiaire. Ça me fait rentrer la lumière, ça me favorise tout ça. Le rouge, je ne le touche pas. À la rigueur, oui, cette petite. Là. Alors, quelques sorties, bien entendu, continuez de consulter notre agenda. Compte tenu du temps maussade, j'ai choisi de vous inviter à aller au cinéma. Ça changera un peu. Ciné 102 à Pont-Saint-Esprit, par exemple. 102 parce qu'il y a 102 places dans chaque salle. Et en principe, il offre les derniers films de sortie. Voilà. Et je vous dis à mercredi prochain. Mais avant, une dernière vidéo concernant les Anonymous. Et c'est Richard qui m'a choisi ça, qui a trouvé ça sur Internet. Et eux, ils mettent l'accent sur la liberté relative, fragile de Internet. En tous les cas, des émissions sur Internet comme les nôtres. Parce que, si vous voulez, ce moyen d'information échappe aux grands médias, échappe à l'institution, et on peut vous parler de ceux qui n'ont pas envie de parler. Par exemple, de la dette. Vous en entendez parler pendant la campagne, 500 milliards de dettes de plus pendant les 5 dernières années, 1742 milliards pour ce qui est de la dette actuelle, avec 50 milliards d'intérêts par an, 138 millions par jour. Vous n'en entendez pas parler, nous on vous en a parlé. Du MSE, vous en avez entendu parler, mécanisme de stabilité européen, non, vous n'en avez pas entendu parler. Hollande qui se plaint du risque d'abstention aux élections, mais qui en même temps dit à ses amis socialistes au Sénat de s'abstenir au lieu de faire barrage à ce MSE. Vous n'en entendez pas parler, nous on en parle. Alors c'est pour ça que ce petit reportage me paraît tout à fait opportun.
Ce sont les Anonymous qui font ça. Et tout est dit dans ce reportage. Alors je vous dis à mercredi prochain, en pleine forme. Chers citoyens français, le 22 avril 2012 aura lieu l'élection à la présidence de la République française. À cette occasion, vous pourrez faire entendre votre voix de façon anonyme et peser dans l'avenir de notre société. Depuis bientôt 20 ans, Internet se développe et évolue de façon à permettre au monde entier de créer et de partager sans aucune censure. Ce dernier espace de liberté a permis à chacun d'accéder à la totalité des connaissances du monde et il a été le berceau de nombreuses révolutions. Enfin, il a aussi vu naître et a permis la croissance des entreprises les plus rentables du monde. Malheureusement, ce libre accès à la culture et à l'information dérange les industriels et les politiciens qui ont régné sur le XXe siècle. Ces derniers ayant pris la mesure de ce qu'Internet offrait comme liberté, ont décidé de tout mettre en œuvre pour le détruire. Des lois comme la Hadopi, la LOPSI, l'ACTA ou encore le SOPA et le PIPA aux États-Unis sont autant de coups de poignard plantés dans le flanc des libertés d'expression, d'accès à l'information et de pensée. Parmi les candidats à l'élection à la présidence de la République, nombreux sont ceux à avoir un lourd passif en termes de non-respect des droits de la presse, n'hésitant pas à intimider, faire surveiller ou molester des journalistes. C'est quel média ça? Et voilà, Jean-Marc. J'espère qu'on va vous mater un peu la tronche parce que fouteur de merde, ouais. Ah oui. Et on peut y aller, nous aussi? Non? Ah bon, pourquoi? Bah parce que c'est comme ça, je sais pas en fait. Oui, allez, je viens de passer. Oui, mais... tous les autres médias? Oui, mais c'est comme ça. Écoutez, je sais pas. Oui, mais là, c'est pas normal. Bah, c'est comme ça. Je suis désolée. Deux choses. Soit, et c'est embêtant, le front de gauche qui défend la liberté de la presse nous boycotte délibérément, soit ils nous prennent vraiment pour des cons et ils veulent créer le buzz pour que l'on parle d'eux. Mais non, encore une fois, on est parano. Mais bon, manifestement, quand c'est bien cadré, ils nous autorisent à entrer. Certains de ces candidats ont déjà exprimé leur dégoût vis-à-vis d'Internet, que ce soit en soutenant des lois liberticides ou en prêtant l'oreille au lobby des industries du cinéma, de la musique et des médias. En écoutant ce qu'ils ont, que eux écoutent ce que nous avons à leur dire, pour trouver un chemin pour un Internet civilisé. Ces derniers plus que tout cherchent à imposer à Internet le monopole qu'ils se sont garantis à la télévision, au cinéma, à la radio et dans les journaux. Pour convaincre les politiciens, ils basent leur argumentation sur la légende qui voudrait qu'Internet soit la cause de baisse de chiffre d'affaires dans les milieux artistiques. Les excellents résultats obtenus par le cinéma français ces dernières années est un des exemples permettant d'affirmer qu'il s'agit d'un mensonge. Ces personnes cherchent à vous réduire l'accès à la culture et à l'information. Si des gens comme eux sont encore au pouvoir dans les années qui viennent, l'Internet comme vous l'aimez, va disparaître. Wikipédia sera fermé, YouTube deviendra un répertoire de films publicitaires et partager un lien sur Facebook pourra vous conduire en prison. Aucun des candidats à l'élection présidentielle de 2012 n'a clairement exprimé son attachement à l'absolue neutralité de l'Internet. Nous, Anonymous, pensons que c'est là une condition nécessaire pour pouvoir être à la tête de l'État français. Le 22 avril 2012, ne choisissez pas un candidat qui supprimera vos libertés d'expression, d'accès à l'information et de pensée. Nous sommes Anonymous, nous sommes Légion, nous ne pardonnons pas, nous n'oublions pas, redoutez-nous.